Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous donner les informations sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. La nouvelle vient de tomber aujourd'hui, samedi 15 novembre, vers 12 heures. On peut parler vers 12 heures. La RDC 123 signe un accord cadre pour mettre fin au combat dans l'est du pays. On va lire sur ce qu'on a retrouvé sur le website du France 24. C'est écrit réunis au Qatar, les représentants de la République démocratique du Congo et des rebelles du M23 ont signé samedi un accord cadre en vue d'un accord de paix visant à mettre fin au combat dans l'est du pays. Un pas de plus vers un accord de paix, les gouvernements de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont signé samedi 15 novembre 2025 un accord cadre en vue d'un accord de paix visant à mettre fin au combat dans l'est du pays. L'accord cadre a été signé par le représentant de deux parties lors d'une cérémonie organisée dans la capitale du Qatar, à Doha. Soutenu par le Rwanda voisin, les M23 s'est emparé en janvier de Goma, la plus grande ville de l'Est de la République du Congo, avant de poursuivre son avancée dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les autorités de Kigali ont longtemps nié apporter leur soutien aux militaires du M23 tout en justifiant les opérations des rebelles par la menace constituée à leurs yeux par des anciennes milices Hutus rwandaises qui se sont réfugiées en République démocratique du Congo après avoir participé au génocide des Tutsis en 1993. L'offensive menée cette année par les rebelles de M23 dans l'est du pays a fait des milliers de morts et provoqué des déplacements de centaines de milliers de personnes, tout en poussant l'ensemble du pays de la région des Grands Lacs au bord d'une guerre ouverte. Quand on parle de cette partie ici du pays des Grands Lacs, on voit déjà le Burundi qui voulait attaquer les Rwanda pour le fait d'utiliser les FDLR, et puis on voit l'Ouganda qui menaçait aussi les Kenyans. Récemment, ici, leur président qui vient de parler en ce qui concerne l'océan. Et puis, il y a donc, on continue en parallèle une médiation du président Donald Trump entre Kinshasa et Kigali. Le Qatar a accueilli plusieurs cycles de pourparlers directs entre le gouvernement congolais et les rebelles depuis avril. Mais ceci ont principalement porté sur les conditions parallèles à un accord de paix et sur les mesures de confiance à mettre en place. Donc, l'accord cadre signé samedi devrait théoriquement permettre d'accélérer les discussions visant à mettre fin à ces conflits qui touche la population depuis plusieurs années. Ça, c'était sur France 24. On va essayer de prendre encore une autre website pour voir ici on a écrit accord signé à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Un accord a été signé ce samedi 15 novembre à Doha entre le gouvernement de la République du Congo et le mouvement AFC M23 sous la médiation du Qatar. Selon les informations disponibles, les grandes lignes de cet accord portent notamment sur l'arrêt des combats, le lancement du processus de mise en œuvre d'une dizaine de protocoles, et la poursuite des négociations techniques sous la supervision du Qatar. Cet accord s'inscrit dans la série d'efforts diplomatiques en cours pour amener donc à la paix durable dans l'est de la RDC. Ça, c'était une autre website. Ok, mesdames et messieurs, on va essayer d'analyser par rapport à tout ce qu'on vient de parler. Aujourd'hui, nous sommes samedi 15 novembre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis, et puis n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire sur ce qui se passe en l'est du pays. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur l'accord cadre signé entre les gouvernements du Congo et les rebelles du M23, un accord signé à Doha au Qatar le 15 novembre 2025.
Cet accord fait beaucoup parler. Certains y voient une avancée vers la paix, d'autres une distraction politique. Et beaucoup pensent qu'il ne changera rien du côté sur le terrain. Alors, qu'est-ce que cet accord signifie réellement pour l'Est du Congo? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer ensemble avec vous. D'abord, il faut comprendre les contextes. Depuis janvier 2025, le M23 a mené une offensive d'une ampleur jamais vue depuis 2022, depuis 2012. Le groupe a pris Goma, une ville stratégique et symbolique, avant du genre de prendre les contrôles de plusieurs zones du nord et du sud Kivu. Cette avancée a provoqué de milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et a replacé toute la région des Grands Lacs au bord d'une guerre généralisée. Face à ces crises, plusieurs puissances internationales se sont impliquées. Les États-Unis, sous la médiation de Donald Trump, ont tenté d'apaiser la tension entre Kigali et Kinshasa. Le Qatar, de son côté, a accueilli une série de discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion. C'est dans ce climat explosif, presque chaotique, que Doha est devenu le centre des négociations. Maintenant, parlons de cet accord. Il faut être clair, ce n'est pas un accord de paix, oui. Là, on doit le dire, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord cadre. C'est un accord cadre, c'est un test préliminaire, c'est un cyclette qui devrait servir de base à un accord plus complet dans les prochains jours, dans les prochains mois ou bien espérons dans les prochains mois. Il affirme que les deux parties s'engagent à poursuivre les discussions, à renforcer les mesures de confiance et à travailler vers un cessez-le-feu, durable. Mais attention, il ne dit rien sur les questions essentielles. Cet accord-là ne dit rien sur les questions essentielles. Il ne dit rien sur les retraits du 1-23, rien sur les zones contrôlées, rien sur les responsabilités et rien sur le rôle du Rwanda. Ça, on doit aussi le dire. Et rien sur l'avenir de populations qui vivent aujourd'hui dans la peur, dans la fuite ou sous les contrôles d'un groupe armé. D'ailleurs, le M23 l'a dit très clairement juste après la signature, selon son porte-parole. Il a dit il n'a sorti aucune clause contraignante, donc il n'y aura aucune modification de la situation sur le terrain. Ça, c'est le porte-parole du 1-23 qui a juste dit ça après la signature. On va essayer de vous balancer cette vidéo. Cette phrase dit tout en fait. Elle signifie que le 1-23 ne compte ni se retirer, ni interrompre ses opérations, ni faire un geste militaire réel. Le mouvement vient simplement légitimer un processus politique tout en maintenant sa puissance militaire. Pour Kinshasa, la situation est complexe. Le gouvernement est sous pression internationale, il est aussi sous pression militaire et sous pression intérieure avec une population qui refuse l'idée de négocier avec un groupe qu'elle considère comme un terroriste et soutenu par le Rwanda. En signant cet accord, Kinshasa cherche à gagner du temps, à calmer le partenaire internationaux et peut-être aussi à éviter une dégradation totale du rapport de force. Mais il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer, l'ombre du Rwanda. Ça, on ne peut pas aussi ignorer. Même si les tests ne citent pas Rwanda, tout le monde sait que le Rwanda est l'acteur central du conflit. Sans son appui, les M23 n'auraient jamais pu mener une offensive aussi rapide, aussi organisée, aussi contrôlée. Kigali justifie son implication par la menace de FDLR, mais la réalité est plus large. Il y a des intérêts économiques, stratégiques, géopolitiques. Le Congo est devenu un terrain de projections de puissance régionale. Alors, est-ce que cet accord cadre est utile, est vraiment utile? Oui et non. Bon, selon moi, oui.
et Nord aussi. Oui, parce que c'est la première fois depuis des années qu'un document est signé par les deux parties. C'est symbolique, c'est diplomatique, et c'est diplomatiquement important. Ça peut ouvrir une porte. Maintenant, quant à l'État, oui. Maintenant, quant à l'État, il ne résout absolument rien. Il ne protège aucun civil, il ne réduit aucun déplacement, il ne diminue aucune tension et surtout, il ne change rien au fait que le M23 reste militairement dominant sur le terrain. Et puis, ça ne change absolument rien parce que la dernière fois, quand j'avais fait la dernière vidéo, on avait parlé sur les 400 magistrats recrutés par le M23. Et ils sont en train de poursuivre ces croyants être un État dans un État, comme on le dit souvent. Ils sont là en train de faire leur truc. Cet accord-là ne résout absolument rien. Les risques sont nombreux. Il n'y a aucun mécanisme de vérification, aucun engagement concret, aucune garantie internationale solide. Les groupes autodéfense comme les Wazalendo ne sont même pas impliqués dans les discussions. La moindre attaque, la moindre provocation pourrait faire exploser ces processus fragiles. Et pourtant, il y a aussi des opportunités. Le Qatar a prouvé qu'il pouvait jouer un rôle de médiateur net et crédible. Les États-Unis ont l'influence nécessaire pour maintenir la pression sur Kigali et le pays de la région ont toutes à perdre d'une guerre ouverte. Alors, quelle conclusion qu'on doit tirer sur cet accord? L'accord cadre de Doha n'est pas la paix. Vous devrez le savoir, mesdames et messieurs, c'est pas la paix, ce n'est même pas le début de la paix. Ça, on doit l'être aussi sûr. C'est une tentative, une ouverture, un signal diplomatique. Mais tant que les armes parleront plus fort que les tests, tant que les populations continueront à fuir, tant que les intérêts économiques domineront les décisions politiques, la paix restera un mirage en fait. Donc, la véritable question qu'on doit se poser est donc, est-ce que cet accord sera suivi d'engagements concrets ou rejoindrait-il simplement la longue liste des accords non appliqués qu'on a déjà signés dans l'histoire depuis 30 ans? Donc, l'avenir nous le dira, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis et nous voici à la fin de notre petite analyse. N'oubliez pas une chose, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis likez aussi cela et puis on se voit à la prochaine. Bonsoir.